Bienvenue dans Conservation Journey, le podcast qui laisse la parole aux personnes et aux organisations engagées pour la préservation de la faune et de la flore sauvage. Dans cet épisode, Laure, la cofondatrice de Be Wild, nous raconte son parcours, l'histoire de la création de Be Wild et nous explique en détail chacune de leurs missions d'éco-volontariat avec leurs associations partenaires en Afrique. Bonne écoute! Je vais vous parler un petit peu du coup donc de mon parcours, des études, des différentes formations, stages et autres, et puis ensuite de l'association que j'ai créée avec un ami Alex. On a créé une asso qui s'appelle Be Wild, donc on vous en parlera. Et puis ce que fait cette asso, donc on parlera éco-volontariat, des différents stages et des différentes missions qu'on a sur place et les axes de conservation, parce que chaque mission travaille sur des axes de conservation qui sont un peu différents. Donc, moi, de mon côté, j'ai un parcours assez classique, mais en dehors de la conservation. J'ai toujours été passionnée par les animaux depuis toute petite. Et je voulais travailler, je pense, comme beaucoup de gens, avec les animaux. Mais voilà, j'ai été vite découragée, que ce soit par, à l'époque, il y avait les profs, il y avait aussi les parents qui voulaient qu'on ait un métier stable, bien rémunéré, et les animaux, a priori, ça rentrait pas dans le cadre. Donc j'étais assez poussée pour faire des études plutôt généralistes. Donc moi j'ai fait des études de commerce, donc beaucoup de compta en fait. Je suis plus la partie finance dans les études de commerce. Donc j'ai fait ça en France, un bac+2 en France. Et après je voulais apprendre l'anglais parce que je me suis dit ça serait important dans n'importe quelle carrière qu'on a de parler anglais. Et du coup je suis partie en tant qu'au pair aux États-Unis. J'avais pas forcément les moyens de payer des études à l'étranger. Donc je suis partie en tant qu'au pair pendant un an, donc j'ai fait une année de césure pour apprendre l'anglais. Et arrivée là-bas aux États-Unis, j'ai vu que voilà, il y avait une autre dynamique, ça m'a plu, je me suis dit pour commencer une carrière, c'est pas mal. J'ai fait une licence en France toujours dans le domaine du commerce et puis je suis retournée aux États-Unis ensuite pour faire mon master. Et là, j'ai eu la chance de travailler avec des boîtes américaines. Et ça, c'était bien avant le Covid et déjà à l'époque, dans le domaine de la tech, on pouvait pas mal travailler à distance. Donc assez rapidement dans ma carrière, j'ai switché pour faire un travail à distance. Surtout la compta, c'est quelque chose qui se fait plutôt bien depuis son ordinateur. Et du coup, quand j'ai récupéré, je veux dire, ma liberté en travaillant à distance, je suis partie des États-Unis et je voulais vraiment voyager. Donc j'étais ce qu'on va dire un digital nomade. Donc je pouvais bosser de n'importe où avec mon ordinateur. Donc j'étais en Asie, en Amérique latine, en Afrique, dans plein d'endroits différents. Et naturellement, en fait, en équilibrant mon temps comme ça, en voyageant, en travaillant à distance, j'ai voulu me rapprocher d'Asso, qui faisait du travail avec des animaux. Et du coup, me voilà à me rapprocher de certaines associations. Alors, je vais pas vous mentir, au début, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, donc j'ai marqué bénévolat, Thaïlande. Je me suis retrouvée dans des centres absolument pas éthiques qui faisaient des choses vraiment pas cool avec des animaux. Et c'est vrai que premières expériences, je savais pas qu'il fallait se méfier en fait. Et je suis arrivée sur place et je me suis dit que les animaux étaient vraiment pas très bien traités. Je me suis posé beaucoup de questions sur l'éco-volontariat, c'était une bonne chose ou pas. Et puis après, j'ai été beaucoup plus regardante sur les autres assos. Donc j'ai continué, j'ai fait d'autres assos, des assos extraordinaires, super éthiques. Je faisais un petit peu les deux. Et ce qui était intéressant, c'est que je me suis rendu compte que ces assos, finalement, qui ont très peu de moyens financiers, elles avaient pas vraiment de vétérinaires à temps plein ou autre. Souvent, dans tout ce qui était soins, réhabilitation, c'était beaucoup des infirmières vétérinaires qui faisaient le travail et qui géraient toute l'asso, les soins, les animaux. Et je trouvais ça extraordinaire. Donc j'ai appris auprès de ces personnes, dans un premier temps, en faisant du bénévolat sur le terrain et tout en travaillant à côté. Et puis petit à petit, je me suis dit, ça serait quand même chouette de faire la formation pour devenir infirmière vétérinaire, parce que moi, je voulais vraiment en apprendre plus sur la médecine. J'étais un peu frustrée de pas pouvoir faire plus ou pas comprendre, pas avoir assez de connaissances. Du coup, je me suis renseignée sur le métier d'infirmière vétérinaire qui, en France, n'existait pas vraiment. On a la formation d'assistant ou auxiliaire vétérinaire en France, mais c'est beaucoup dans la formation, il y avait beaucoup d'administratifs, la gestion des stocks, les relations clients. Moi, je sortais d'une école de commerce, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Je voulais vraiment apprendre la médecine. Et du coup, il y avait un programme aux États-Unis, ils appellent ça les vet tech aux États-Unis, où là, c'est vraiment de la médecine. Donc, on va assez loin dans ces sujets.
Et donc moi, c'est le diplôme que j'ai fait. Donc j'ai fait cette formation et c'était vraiment pas facile de jongler entre le travail, les études, faire des gardes parce que forcément, hein, il y a un moment, il y a toute la partie théorique qui se faisait en ligne, mais il y a un moment, faut être quand même dans une clinique veto, à apprendre à faire les piqûres, à poser les cathéters, à intuber, à tout ça. C'était assez intense de cumuler tout ça, mais ça me tenait à cœur. Donc j'ai fait ça et je me suis dit que ce serait vraiment une chouette idée de cumuler en gros cette passion pour les animaux, de pouvoir les aider concrètement parce que j'avais appris des connaissances et de pas avoir la pression de bien gagner ma vie puisque je travaillais encore à distance à côté. C'est un peu le début du parcours et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc à la base de la compta, puis infirmière vétérinaire, puis je me suis dit là faut retourner sur le terrain et aider les assos. Combien de temps la formation elle dure? Donc c'est une formation que tu peux faire le plus rapidement possible, 2 ans. Après c'est vraiment très poussé au niveau médical. Il y a beaucoup de papiers de recherche à faire et après il y a beaucoup de stages avec énormément ils appellent ça les skills du coup, c'est des actes qu'il faut qu'on valide et il y en a énormément. Donc c'est très long. Moi j'ai dû mettre 3 ans comme je travaillais à distance à côté. J'ai mis à peu près 3 ans pour finir ma formation. Mais voilà, c'est assez intense et c'est très complet aussi parce qu'on travaille majoritairement en chien-chat, mais on est aussi, on apprend tous les animaux de la ferme, donc tout ce qui va être équin, les vaches, faut apprendre à faire une prise de sang sur une chèvre, à faire des radios sur un cheval. Donc voilà, ça va au-delà de juste les chiens, les chats. Et puis après, il y a tout ce qui est animaux exotiques aussi. Ouais, formation 2 ans. Le minimum, si t'as que ça à faire, mais c'est vrai que si tu travailles à côté, faut bien compter 3 ou 4 ans avec les stages et tout. Comme je vous disais, moi, pendant que je voyageais, que j'étais digital nomade, j'ai passé beaucoup de temps donc en Asie, Amérique latine et en Afrique. Et comme je vous en parlais avant, j'ai fait des assos absolument pas éthiques en allant sur place, les premières surtout, hein, c'est là que je me suis le plus trompée. Et après, petit à petit, je posais plus de questions avant d'aller sur place. Faut toujours demander, si vous voulez, les impacts, les résultats des projets. Le prix aussi, parce que souvent il y a une rémunération, enfin il faut payer, mais il y a des montants qui sont compréhensibles et abordables et normaux, on va dire. Et il y en a qui sont complètement exorbitants, donc ça aussi c'est un filtre. Et puis après il y avait aussi, c'était bien avant l'arrivée d'Emily. Maintenant on a Emily, on a toute une chaîne, on a Discord, on a vraiment plein de ressources, mais à l'époque il n'y avait pas tout ça. Il fallait faire des recherches sur Internet, sur Facebook pour essayer de voir s'il y avait des bonnes reviews d'anciens bénévoles. Donc voilà, et arrivé en Afrique, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour la région. Je devais à la base aller en Afrique pour le travail parce que j'avais des équipes sur place. Et donc arrivé en Afrique, je me suis dit bah non mais là il faut que j'aille voir d'autres assos. Et donc j'ai fait différentes assos et il y en a pour lesquels c'était un coup de cœur, hein, des assos locales avec lesquels je travaille depuis presque 10 ans maintenant. Et donc j'ai continué d'aider ces assos. Alors c'est intéressant puisque j'avais pas encore ma formation d'infirmière vétérinaire qui était validée. Par contre, j'avais toute mon expérience dans le commerce, donc très à l'aise avec les chiffres. Donc, j'ai pu beaucoup aider les assos à faire des bases de données, des spreadsheets, à analyser des chiffres, à automatiser certains process informatiques. Donc, j'ai pu apporter quand même mes compétences qui, à la base, n'étaient pas scientifiques pour ces assos-là. Émilie, elle nous pose une question de savoir si l'éco-volontariat, c'est pas risqué dans certains pays en fonction des tensions économiques, politiques, et si certains lieux peuvent l'être. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier avec le site du gouvernement, vérifier les infos et surtout vérifier avec des locaux. C'est ça qui est important parce que des fois, on peut dire oui, mais là c'est dangereux. Par exemple, le Mozambique, hein, moi c'est un pays dans lequel je vais depuis des années. Il y a des gens qui vont dire le Mozambique c'est dangereux. Oui, mais le Mozambique c'est un pays qui est immense, qui a des milliers de kilomètres de côte. Et c'est pas pareil quand on est au nord du pays et quand on est au sud du pays, c'est pas du tout les mêmes risques sécuritaires ou même sanitaires. On n'a pas l'accès à l'eau de la même manière, à la santé de la même manière. Donc, faut pas généraliser un pays, c'est aussi une région. Il faut demander à quelqu'un qui est sur place, qui connaît, et c'est quand même le mieux pour se rassurer et rester flexible. Globalement, nous, les éco-volontariats qu'on propose en Afrique australe, Mozambique, Afrique du Sud, il n'y a pas de souci. Il y a eu l'année dernière un soulèvement politique au Mozambique. Et ça a touché seulement la capitale et c'était des manifestations, mais ça ne touchait pas le reste du pays. Donc voilà, faut prendre ça avec toujours un peu de pincette. Et Anna qui confirme, puisqu'elle était avec nous en Afrique, et effectivement, il y a pas de souci et les gens sont très peace and love là-bas.
Donc voilà, d'un lieu à l'autre, le Mozambique, le nord du pays, au sud, c'est la distance 2 fois entre la France et l'Ukraine. Donc techniquement, on est plus à risque, en tout cas en étant en France proche de l'Ukraine, que l'inverse. Donc il y a plus de bombardements près de chez nous que là-bas. Je retourne sur la réalité de l'assaut. Donc, quand j'étais notamment au Mozambique, mais aussi en Afrique du Sud, sur différentes assauts, je me suis rendu compte aussi de la réalité des challenges que ces petites assauts, elles ont. Globalement, elles ont très peu de subventions et de fonds. En Europe, on a quand même certaines subventions, certains fonds. Aux États-Unis, ils en ont aussi, mais tous les pays plus pauvres, donc Asie, Afrique, Amérique latine, il y a beaucoup moins de fonds publics qui vont vers les assos. Donc souvent les assos sont financées elles-mêmes. Il peut y avoir des donateurs, des grosses entreprises qui veulent donner, mais en général c'est pour s'acheter une bonne conscience. Par exemple, nous on a un programme qui fait de la recherche sur les dauphins dans un parc marin naturel. Voilà, il n'y a pas de captivité. Et il peut y avoir des parcs qui vont promouvoir la captivité des dauphins et pour s'acheter une bonne conscience, ils veulent nous donner un peu de sous pour la recherche. Donc c'est toujours délicat d'accepter l'argent de quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes valeurs. Donc globalement, une réalité économique qui est très très complexe pour ces petites assos. Et beaucoup d'entre elles se financent aussi grâce à l'éco-volontariat ou l'écotourisme. Et c'est un des moyens qu'ils ont. Après, il y en a d'autres, hein, mais c'est vrai que globalement, il n'y a pas beaucoup d'argent qui tourne dans ces petites assos. Elles seront aussi très peu connues parce que comme il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de budget pour le marketing, il n'y a pas de budget pour faire parler d'eux, aller faire du fundraising, parce que faire du fundraising, c'est très compliqué, d'aller démarcher des entreprises, tout ça. Quand on n'a pas le budget pour payer quelqu'un pour le faire, ben, ça devient aussi très compliqué. Ensuite, cet événement du Covid, je pense que tout le monde s'en souvient. Et à ce moment-là, sortie de Covid, moi je suis retournée sur un projet que j'avais l'habitude de voir pendant des années avant le Covid, qui justement se finançait et survivait grâce à l'éco-volontariat et l'écotourisme. Et là, ils étaient au point mort, il y avait vraiment plus de sous. Et c'est des gens qui vivaient dans une extrême pauvreté parce qu'ils étaient passionnés par le projet, ils voulaient pas abandonner le projet, mais il n'y avait pas d'argent qui rentrait. Et c'est là qu'avec Alex, un ami à moi, que j'ai d'ailleurs rencontré à San Francisco à l'époque, donc lui, il était manager, donc c'est pareil, il était manager dans la tech, il venait pas du tout du monde scientifique. Mais il a toujours été passionné par les animaux, il a aussi fait beaucoup d'éco-volontariat, lui, pendant ses vacances. Il travaillait pas à distance, mais dès qu'il avait des vacances, il essayait de partir faire de l'éco-volontariat. Et donc, on se recommandait souvent des projets, genre, ah, celui-là, il est top, qu'est-ce que t'en penses? Ah, ben, moi, j'ai fait celui-là, tu devrais aller là. Ah, moi, j'ai vu celui-là, ah, ouais, non, celui-là, n'y va pas. Donc, nous, on était vraiment, on avait cette passion commune. Et donc, sortie de Covid, on a fait le constat que les assos avec lesquels on avait l'habitude de bosser et d'aider étaient vraiment très mal financièrement. Et c'est là qu'on a décidé de créer Be Wild. On s'est dit, on va créer une asso en France qui va essayer de soutenir les petits projets locaux qu'il y a en Afrique et qui ont vraiment besoin d'aide. Donc c'est comme ça qu'on a commencé l'asso. Alors c'est pas tout rose, hein, parce que comme beaucoup d'assos, on n'a pas de fonds. Très peu de subventions. Les subventions, souvent, elles sont en France, mais pour des projets qui se situent en France. Nous, nos projets sont en Afrique. C'est peu de bénévoles, en tout cas qui sont actifs. La réalité, c'est qu'on passe quand même beaucoup de temps derrière l'ordinateur, justement, à aller chercher des fonds, chercher des partenariats, des sponsors. Donc ça, c'est beaucoup de temps, alors que nous, notre passion, c'est d'être sur le terrain et d'aider et d'être actif. Mais malheureusement, c'est pas, voilà, on est obligé de passer par ces étapes administratives avant de pouvoir aller sur le terrain. Et puis, il y a aussi le côté où nous, on n'est pas rémunérés. On a créé cet asso, mais du coup, on a notre activité professionnelle à côté qui nous permet de vivre, mais on n'est pas rémunérés. Donc, c'est un sacré engagement personnel, mais voilà, avec des valeurs d'authenticité, collaboration, l'éducation, et on voulait vraiment un impact concret. Donc, nous, on décide de travailler vraiment qu'avec des projets où on sait qu'il y a des résultats et qui rentrent dans nos valeurs d'éthique et qui ne sont pas beaucoup d'argent. Une participation qui est demandée pour participer à ces projets, mais ça finance en fait les activités de l'association. C'est pas des gens qui vont se faire construire une piscine sur leur propriété. Be Wild est partenaire de Blue Eco Formation. Donc
Avec Blue Eco Formation, on est très proches. Ils font des formations qui s'alignent avec nous, ce qu'on voit sur le terrain. Et c'est aussi un super moyen d'obtenir de l'expérience de terrain. Donc Blue Eco Formation va faire toute la partie éducation, mais théorique. Et pour les stages éco-volontariat, quand on veut mettre une ligne de plus sur son résumé, enfin sur son CV et avoir vraiment une expérience de terrain, c'est là qu'on vient en complément avec Blue Eco Formation. On fait aussi pas mal de présentations dans les écoles en France, donc d'assistantes vétérinaires par exemple, ou autres écoles, les écoles liées à la mer, oui, écoles vétérinaires. Donc ça, c'est nos actions en France liées à l'éducation. Et dans chaque asso où on travaille en Afrique, c'est primordial de faire de l'éducation, puisque la conservation ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas d'éducation derrière. Donc c'est vraiment tout un éveil de conscience. On travaille beaucoup en Afrique du Sud, notamment un des projets, on travaille beaucoup avec les ados dans les communautés rurales pour justement parler du bien-être animal, comment on s'occupe de son chien, on commence par l'animal domestique, comment on reconnaît un chien qui va pas bien, quels sont les métiers qui sont liés aux animaux, alors que ce soit les animaux domestiques mais aussi les animaux sauvages. C'est une communauté où on travaille qui est en bordure de parc, donc les animaux sauvages peuvent venir. Souvent, il y a beaucoup de conflits avec les éléphants. La manière classique de gérer, c'est qu'il y a un éléphant, ils se disent bon, on va le tuer, ça va nous faire à manger, et puis en plus, un éléphant, ça fait peur, ça nous met en danger. Donc tout le monde est content et ça tue l'éléphant. Mais il y a vraiment pour ces communautés un autre monde dans lequel on se dit ah c'est chouette, il y a un éléphant. Donc ça veut dire que potentiellement on peut faire du tourisme et c'est un moyen où la communauté peut vivre économiquement sans mourir de faim et devoir tuer l'éléphant pour le manger. Mais se dire on fait un salaire parce qu'on ramène du tourisme dans cette région. Ce qui veut dire des rangers, des équipes anti-braconnage, des vétérinaires, des biologistes. Et donc, il y a toute cette partie-là où on essaye vraiment de montrer qu'il y a des opportunités pour toute une communauté de vivre si on travaille avec l'animal plutôt que de le décimer. Donc, ça fait énormément partie de la conservation de faire de l'éducation. Est-ce qu'on propose des stages en lien avec les assos? Évidemment, on en parlera un petit peu plus tard, mais oui, on propose des stages. Alors après, il y a quelques petits détails d'un projet à l'autre. Ça va pas être les mêmes stages, les mêmes conditions pour participer, mais oui, on propose des stages. Je vais peut-être vous parler un petit peu du coup de l'éco-volontariat, comment ça fonctionne, le principe. L'éco-volontariat, c'est une manière de voyager autrement. L'idée, c'est de faire une immersion dans une équipe locale et d'aider concrètement une asso. Donc, on va pas à Mykonos faire des photos Instagram et faire la queue voilà, pendant des heures pour avoir la super photo. Là, on est vraiment dans des lieux qui sont loin du tourisme de masse. On est avec des équipes locales qui sont embauchées par les assos. Et on travaille avec des vrais professionnels de la conservation. Donc, ça reste quand même du volontariat. Il n'y a pas d'obligation. Vous n'êtes pas salarié. On ne va pas vous dire de telle heure à telle heure, il faut absolument que tu fasses ci. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas à manger ce soir. C'est pas du tout le cas. Mais l'idée, c'est d'apprendre un maximum quand on est sur place et de partager et de voir le pays autrement. C'est vrai que quand on fait de l'éco-volontariat, on va travailler avec un staff local. C'est des locaux qui vont parler avec nous sans filtre, que ce soit de problèmes politiques, économiques du pays ou autres, de la vraie réalité de terrain plutôt que quand on reste dans les chemins très touristiques. Sur l'éco-volontariat, on demande chez nous, chez Be Wild, minimum 2 semaines d'engagement parce que aussi on est en Afrique du Sud et Afrique australe et c'est un long vol et ça serait dommage de le faire juste pour quelques jours. Et on demande souvent aux gens d'être assez autonomes en anglais. Vous allez vous rendre compte que l'anglais, c'est quand même, de nos jours, c'est indispensable pour communiquer. Aujourd'hui, si vous parlez juste français et que vous cherchez un travail dans la conservation, votre monde va être vraiment très, très réduit. C'est déjà pas un monde immense. Alors là, il va être encore plus réduit. Alors si vous parlez anglais, tout de suite, il y a le monde entier qui s'ouvre à vous pour les opportunités. Donc souvent, les équipes, on parle en anglais, donc c'est important d'avoir une bonne base en anglais. C'est un système du coup où vous allez participer à des actions de terrain qui aident l'asso sur le long terme. Alors souvent les gens ils te disent oui mais je viens de 2 semaines, est-ce que je vais être vraiment utile? Alors oui parce que c'est des programmes qui eux durent toute l'année. Par exemple au Mozambique on a un programme donc qui fait de la recherche sur les cétacés. On a l'analyse du microplastique. On fait ça toutes les semaines, voilà. Et donc ça dure depuis maintenant des années et des années. Et donc c'est intéressant même
si vous allez le faire que 2 fois parce que vous êtes là que 2 semaines, il faut savoir qu'il y a eu plein de gens qui l'ont fait avant vous, plein qui le feront après vous, et ça donne à ce projet l'opportunité de faire vraiment une analyse sur le long terme. On va demander une contribution financière. Cette contribution, alors chez BeWild, elle est à peu près, nous, ce qu'on estime raisonnable, hein, mais vous allez des fois tomber, quand vous faites des recherches, sur des montants beaucoup plus élevés. Il faut un peu se méfier. Ou des fois, quand c'est très très bas, il faut aussi se méfier. Parce que ça veut dire peut-être manger du riz et dormir dans un dortoir de 12. Donc voilà, faut un peu poser des questions. Donc on demande une participation financière. Et qu'est-ce qu'elle couvre? Alors elle couvre votre hébergement sur place. Par exemple, si demain vous voulez faire bénévole à la SPA, eh ben la SPA va pas vous donner un hébergement. C'est à vous d'être hébergé chez vous, d'aller à la SPA, vous occuper des animaux et revenir. Là, comme vous êtes en Afrique, on va essayer de simplifier au mieux pour vous. Et donc, on va inclure les hébergements, les repas, la logistique, de venir vous chercher à l'aéroport, ce genre de choses. Après, le transport sur place, parce que quand on est sur place, sur le projet, il y a toujours, on va à droite, à gauche chercher, que ce soit sur le projet au Mozambique où on va aller en mer, faut quand même payer l'essence du bateau pour aller faire les recherches en mer. Si on est en Afrique du Sud, qu'on est dans une réserve, pareil, on va prendre le 4x4 pour aller à l'autre bout de la réserve. Donc, il y a tout ça qui rentre dans votre contribution. Il y a aussi tout ce qui est le matériel de recherche. Ça peut être les appareils photo, voilà, il peut y avoir plein de choses. Sur la réhabilitation de la faune sauvage, on va avoir des colliers GPS pour certains animaux. Donc c'est pour ça qu'il y a une contribution et il faut faire attention, voilà, que ce soit pas complètement déraisonnable. Pour ce qui est des stages, c'est possible de faire des stages. Alors ça dépend d'un programme à l'autre, ça dépend combien de temps est le stage. On va aussi demander une participation financière, et c'est pas parce que le stage est payant, c'est vraiment pour contribuer aux frais d'hébergement et des repas et de la logistique dont on parlait. En général, ça va être moins de 3 mois parce qu'après on a un petit souci au niveau du visa, il faut faire des extensions de visa. C'est possible de le faire, mais moi je conseille pas aux gens de s'engager sur un stage de 6 mois par exemple avec une asso qu'ils ne connaissent pas du tout. Le risque en fait, c'est de tomber dans une équipe avec laquelle on se plaît pas, ou dans une asso qui convient pas et qui correspond pas à nos valeurs. Ce genre de choses. Donc moi, ce que je conseille souvent aux gens, quand c'est une première expérience, c'est vraiment d'aller voir plein d'assos différentes, de pas rester trop longtemps, de rencontrer les équipes, voir un petit peu le quotidien, les actions, comment ça se passe. Et quand il y a le coup de cœur qui opère, et ça opère, faut pas hésiter à revenir et après se dire ok, j'ai vraiment aimé ce projet, est-ce que je peux y venir pour faire un stage pendant 3 mois, 6 mois et autres. Et après effectivement, plus vous restez longtemps, si vous restez 6 mois, il y a carrément moyen de négocier pour ne pas payer l'hébergement, pour pas payer les repas, pour que ce soit gratuit. En Afrique, forcément, on suit pas les mêmes règles qu'en France. En France, je crois au bout de 2 mois, 3 mois, vous serez payé. En Afrique, c'est pas le cas. Un stage, on va pas vous payer. Mais voilà, il y a quand même moyen de négocier pour des actions plus long terme. Après, quand vous venez 2 semaines, beaucoup plus compliqué parce que l'impact est moindre que quelqu'un qui va rester 6 mois, qui va prendre en charge beaucoup plus de choses. Il y a aussi possibilité de faire de la recherche. Alors après, il faut voir si dans vos stages, vous devez faire un papier de recherche à l'issue de ce stage. Si oui, est-ce qu'il va être publié? Si c'est un papier de recherche qui est publié, il faut demander des autorisations particulières au gouvernement. Voilà, donc ça dépend aussi, c'est quoi le stage? Est-ce que c'est juste un rapport de stage? Est-ce que c'est un stage d'1 mois, 2 mois, 2 semaines? Voilà, mais complètement possible de le faire. La contribution, tu peux regarder, tout est sur notre site, c'est bewild.org. Chaque mission, chaque projet a un montant de contribution en fonction de la durée. Et après, il n'y a pas de souci, tu peux nous envoyer un mail et on discute de ton projet directement avec toi, en fonction de combien de temps tu veux faire ton stage, dans quel domaine. Et là, on va te rediriger vraiment vers le bon programme. Je vais vous parler de nos différentes missions chez BeWild. Donc, toutes des missions qu'on estime éthiques avec un résultat long terme. Et c'est des missions qui, du coup, durent toute l'année. Il n'y a pas de saison. C'est des missions long terme. Et chacun de ces projets embauche du staff local. Donc, il y a aussi toute cette partie économique dont on n'a pas parlé avant. Mais quand vous venez en tant qu'éco-volontaire, éco-touriste ou autre, ou stagiaire, et que vous payez une contribution qui va à cet assaut, donc, comme je vous l'expliquais, il y avait la partie hébergement, nourriture, logistique, mais il y a aussi un fonds de roulement qui sert à embaucher du staff local. Et ça, c'est important, surtout on l'a vu pendant le Covid, pour plusieurs raisons, surtout en Afrique.
On veut pas, nous, être les Blancs qui vont en Afrique pour piquer des jobs. L'idée, c'est que les jobs, ça reste les leurs et nous, on veut venir en contribution ou les aider sur des problématiques spécifiques, mais il faut pas qu'on leur retire les compétences et leur propre boulot. Donc c'est très important d'avoir toujours du staff local. Et puis aussi, on a vu pendant le Covid que voilà, tous les transports internationaux étaient stoppés. Et heureusement que ces programmes avaient du staff local pour continuer la recherche, pour continuer les soins sur les animaux qu'on avait besoin. Parce que si tout était basé sur l'éco-volontariat, l'écotourisme ou autre, eh ben, il y aurait eu personne pour s'occuper de ces animaux. Donc c'est vraiment une bonne chose. Nous, on vient vraiment en soutien, mais on vient pas leur voler leur job. Je vais vous parler du coup des différentes missions qu'on a une par une. Je vais commencer peut-être par celle du Mozambique. À titre perso, c'est ma préférée. C'est aussi la première qu'on a mis en lumière avec Be Wild, puisque c'est eux qui nous ont demandé de l'aide à la sortie de Covid parce qu'ils avaient vraiment besoin d'aide. Et nous, on s'est dit, c'est vraiment un programme qui est trop génial. Le reste du monde ne les connaît pas. Et moi, pour vous expliquer, la première fois que je les ai rencontrés, j'ai pris un bus en Afrique du Sud qui a duré, je sais pas, c'était tellement long, on s'arrêtait partout dans des villages improbables. Traverser la frontière avec le Mozambique, c'était juste derrière la frontière. Et à l'époque, il n'y avait même pas de route, donc c'était un 4x4 qui est venu me chercher à la frontière et j'ai fait du 4x4 dans des dunes de sable jusqu'à arriver au lieu du projet. Bon, depuis, le monde a changé, et il y a des routes pour y accéder, il y a pas de souci, on peut y accéder beaucoup plus facilement. Mais c'est pour vous dire à quel point c'était un projet absolument méconnu, alors qu'ils font un travail extraordinaire. Donc cette mission au Mozambique, elle fait de la recherche sur les cétacés. Donc on a les grands dauphins qui vivent dans la baie de manière régulière. Donc ça c'est un suivi long terme de ces populations. Et puis on a la migration des baleines à bosse qui est actuellement, là c'est le pic en août-septembre, on va avoir pas mal de baleines. Donc on suit ça aussi. On fait beaucoup de collecte de données, donc on va prendre des photos, des vidéos. On va aussi sur la plage avec nos jumelles regarder le trafic des animaux, où est-ce qu'ils vont, combien ils sont, dans quelle direction, est-ce qu'il y a un bateau à côté, puisque évidemment c'est une zone protégée, donc tous les bateaux n'ont pas le droit de les approcher, il n'y a que quelques bateaux qui ont ce permis, dont le nôtre. On fait aussi de la reconstitution de squelettes pour l'éducation, on en parlait tout à l'heure, donc ça c'est important puisqu'on travaille avec les écoles locales, donc c'est toujours très important de montrer les différents impacts. On va pouvoir aider en cas d'échouage. On fait, comme j'en parlais tout à l'heure, l'étude du microplastique, l'analyse de l'eau, et on fait aussi toutes les semaines un nettoyage des plages. Tout ça, l'idée c'est pas de nettoyer la plage, mais c'est de vraiment comprendre ce qui s'y dépose. C'est des données qu'on collecte et ensuite qu'on renvoie à des universités, certaines universités d'ailleurs qui sont en Europe, qui font des études sur ce domaine. C'est une mission sur laquelle on peut se mettre à l'eau avec les dauphins, mais il y a un code d'éthique qui est très très strict. Ça nous permet de voir les dauphins dans leur entièreté. Par exemple, les femelles, on peut voir si elles sont pleines. On peut voir les parasites qui sont sur les animaux. Les garçons, quand ils se sont battus avec des requins ou autres, on va voir les marques. Donc on a beaucoup plus d'infos quand on est dans l'eau et qu'on voit l'animal en entier. Mais effectivement, il y a tout un code d'éthique à suivre. On fait pas n'importe quoi et l'idée, c'est pas d'aller toucher les dauphins ou de faire des selfies. Ça reste des animaux sauvages, quoi qu'il arrive. On ne les nourrit pas. On ne leur met pas de balises GPS. Quoi qu'il arrive, c'est eux qui décident de venir à notre rencontre. Et s'il y a de l'intérêt pour cette mission, n'hésitez pas à aller sur notre site. On a aussi une petite vidéo qui parle de ce projet et puis il y a toutes les infos nécessaires. Et si ça vous intéresse, on s'appelle et on en rediscute. Est-ce que toutes les activités dont tu viens de parler, les éco-volontaires y participent? Oui. Alors, j'ai parlé d'échouage d'animaux. On espère qu'il n'y en aura pas d'échoués. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir avec la nature. On fait les sorties en mer, pareil. On est quand même dépendant de la météo. Si la météo est complètement pourrie, on ne va pas en mer. Mais en général, quand on reste 2 semaines, la météo n'est pas pourrie sur 2 semaines. Donc, les moments où on peut y aller, on y va. Et quand on ne peut pas y aller, on accepte que c'est la nature. Ça peut arriver aussi qu'on aille en mer et qu'on ne voit pas de cétacés. C'est quand même des super données du coup à collecter. C'est des données très importantes. Donc voilà. Je vais vous parler d'une autre mission, c'est celle sur les communautés rurales. Donc là, on travaille avec des animaux plutôt domestiques, donc les chiens majoritairement, mais on va aussi avoir des fois des chèvres, des ânes. Et là, on va dans les communautés en Afrique du Sud et on va travailler beaucoup avec les enfants et les adolescents sur ce dont on parlait, l'éducation, la sensibilisation et leur ouvrir des perspectives.
Et après, en Afrique du Sud, on a quand même la rage qui tourne. Donc, on fait les vaccins contre la rage. Encore une fois, ce n'est pas le gouvernement qui paye pour, c'est l'asso. Donc, quand vous donnez une contribution financière pour cet asso, ça va payer aussi des doses de vaccins contre la rage. Et ça, c'est un vrai souci de santé publique. Donc, c'est très important. On vaccine les chiens. Donc là, c'est vraiment une mission qui est top d'ailleurs pour les gens qui veulent se diriger dans le soin. Parce que là, on va vous apprendre à faire des injections, à vraiment soigner des plaies. On va avoir des animaux qui sont tapés par les voitures, ce genre de choses, qui ont besoin de soins après chirurgie. Donc là, on va vous apprendre voilà, à faire des pansements, la réhabilitation. On a une petite piscine pour les animaux. On a aussi des cancers, donc il y a certains animaux qui viennent et qui ont des chimios régulièrement. Donc là, on va avec les vétérinaires pour le faire. Et on a aussi la stérilisation qui est très très importante. Donc là, pareil, sur les journées de stérilisation, vous êtes là, vous nous aidez en fonction de vos niveaux de compétences et voilà, à quel point vous êtes à l'aise. Il y en a qui sont pas du tout à l'aise avec le sang. On les met en salle de réveil. Comme ça, ils voient pas la partie chirurgicale. Voilà, on s'adapte et on fait en sorte que tout le monde participe et qu'on apprenne un maximum sur le soin et qu'on travaille voilà, avec les communautés locales. Et ça, c'est des grands moments d'échange. Est-ce on a eu des conflits avec les éco-volontaires entre eux? Ça n'est jamais arrivé. C'est une question, mais c'est une très bonne question. Alors nous, on est sur des petits projets, on est sur des petites assos, des petits projets, et du coup, on n'est pas sur des usines voilà, volontaires où il y en a 20, 30, comme d'autres projets peuvent le faire. Nous, c'est pas du tout ça. Au Mozambique, par exemple, le maximum qu'on peut être, c'est 4. Donc souvent, voilà, on est rarement plus de 10. Et après, naturellement, il y a des affinités qui se font, mais il y a jamais eu de conflit pour le moment. Ensuite, les éco-volontaires, et ça c'est aussi une excellente question, on me demande, les éco-volontaires, comment ils font pour financer leur voyage et partir sur le terrain? Alors, il y a de tout. Il y a des aides du gouvernement pour la mobilité pour les jeunes, des aides de la région. Il va y avoir aussi souvent la famille qui peut aider pour financer ce genre de projet. Il y en a qui vont me dire, moi je travaille tout le mois de juillet, je pars au mois d'août. Donc il y a les jobs d'été. On a certains jeunes qui font des événements. Une fois, on avait une course de canicross qui avait été organisée. Ça faisait un fundraising. Et avec cet argent, ils ont pu partir. Voilà, ça peut être plein d'actions différentes. Après, il y a aussi une partie qui est déductible des impôts, parce qu'il y a une partie voilà, sur le système associatif du don, et il y a un petit peu de défiscalisation. Donc voilà, ça peut aider pour le financement. Et pour, oui, les gens qui ont peu de moyens, souvent c'est ça. Ça va être faire une cagnotte pour Noël, la famille qui va mettre un petit peu, ensuite travailler pendant l'été, faire des demandes de la région, et avec tout ça cumulé, en général, on peut financer. On a par exemple une mission qui est vraiment pas chère, qui fait, je crois, 1 500 € pour tout un mois, nourrir, loger, les transports, et après, il faut rajouter le billet d'avion pour l'Afrique du Sud, qui, si on est flexible sur les dates et qu'on s'y prend pas à la dernière minute, peut être à 600 €. Donc, ça reste assez abordable quand même pour partir à l'autre bout du monde. Et ensuite, on a un programme de réhabilitation de la faune sauvage. Donc, ce programme-là, c'est souvent des animaux, donc des animaux sauvages, que les gens ont pris pour en faire des animaux de compagnie. Et puis après, ils se rendent compte que c'est pas jouable. Et puis aussi que c'est pas, que c'est absolument pas légal. Et il y a beaucoup de saisies aussi qui se font avec la police. Donc ça va être les animaux en fait issus du braconnage. La police arrive à les intercepter. Et c'est un programme où on va prendre que des animaux si on est sûr qu'ils ont une chance dans la nature. Donc on va pas, l'objectif c'est pas du tout de faire un sanctuaire. Et quand ils rentrent, on sait qu'ils vont sortir. Donc s'il y a un animal par exemple qui est sur 3 pattes, on sait qu'il a pas vraiment de chance de survie dans la nature, il viendra pas dans ce centre. Il ira dans un sanctuaire autre, mais il viendra pas dans ce centre. Donc là, l'idée, c'est vraiment la réhabilitation de la faune sauvage. On a tout type d'animaux, du plus petit au plus gros. On a eu un hippo, je crois que c'était la plus grosse qu'on ait eue. Et tout petit, on peut avoir des petites mangoustes, on a des oiseaux, beaucoup d'oiseaux, des tortues, on peut avoir des petits chats, on a eu l'autre fois des chacals. Enfin voilà, il peut y avoir vraiment tout type d'animaux. Donc il y a toute une partie nurserie et clinique. Donc là, c'est pour les tout petits qui ont besoin d'être biberonnés, qui ont besoin de soins un peu plus réguliers ou de lampes chauffantes, voilà. Et la partie clinique, c'est vraiment pour ceux qui sont endommagés. Donc, s'il y a vraiment des soins vétérinaires, ils vont être plutôt dans cette zone-là. Et puis ensuite, on a des grands enclos
Là, c'est les enclos qu'ils utilisent pendant la réhabilitation. Donc, c'est là qu'ils vont réapprendre à se nourrir par eux-mêmes, à se redéplacer. Ces enclos ont besoin d'être nettoyés, de nourrir les animaux tous les jours. Alors, il y a des animaux de jour qui vont manger pendant la journée. Il y en a d'autres qui mangent que la nuit. Donc, on va nourrir le soir après avoir dîné. Et puis après, dans la relâche, la réhabilitation, quand on relâche l'animal, il y a 2 types de relâche. Alors, des fois, juste il repart et par exemple, un oiseau, il s'envole et on a des petites bagues qu'on leur met pour si on les revoit, comme ça on a une idée. Et puis il y a d'autres animaux, on va dire, qui sont beaucoup plus braconnés, qui ont plus de risques que ça se passe mal. Eux, on leur met des colliers GPS, colliers satellites, et on suit leur déplacement pour être sûr qu'ils aillent bien dans leur nouvel environnement. On va aussi s'entraîner à trouver un animal qui s'est perdu, par exemple, un animal qui est en phase de réhabilitation, on va le lâcher un petit peu, et puis s'il se met dans les fourrés, on va le perdre, mais s'il a un collier, ça marche avec la télémétrie, donc on va apprendre à utiliser la télémétrie, et ensuite on va suivre les animaux qui ont été relâchés, vraiment leur déplacement, voir régulièrement s'ils prennent du poids, être sûr en fait qu'ils sont bien dans leur nouvel environnement. Donc il y a vraiment plusieurs aspects de la réhabilitation. Combien d'animaux on peut accueillir? Ça, c'est une bonne question. Et combien de temps reste-t-il au maximum? Super variable. Parce que par exemple, une mangouste, on peut en avoir des centaines et des centaines. On a ce qu'il faut. Et c'est un tout petit animal, donc il n'y a pas de souci, on nous appelle. Un animal comme un hippo, ça demande beaucoup plus de moyens financiers parce que l'enclos va pas être le même, il fait pas la même taille. Donc on peut pas prendre 15 hippos en même temps. Donc des gros animaux, le montant est plus limité puisqu'on a un certain type d'enclos. Comme je disais, avant d'être réhabilités, on les met dans un enclos semi-wild en fait, qui est tellement grand que c'est là qu'ils vont vraiment rechasser par eux-mêmes. On se rapproche le plus possible des conditions en liberté, et des enclos comme ça, on n'en a pas 15, malheureusement. C'est là que le problème de fond, si on avait plus de fond, on aurait plus de terre et donc plus d'enclos. Mais voilà, donc très variable. Et combien de temps reste-t-il au maximum? C'est en années, par exemple, le hippo, elle est restée très longtemps parce qu'il fallait le temps qu'elle grandisse. Au tout début, elle était au biberon. Et puis, il a fallu en fait qu'elle atteigne la majorité sexuelle. L'avantage, c'est que c'est une femelle. Et du coup, elle a été très vite adoptée par un mâle quand on l'a relâchée. Donc maintenant, elle a un amoureux. Et elle vit sa vie voilà, en liberté. Mais ça met plusieurs années. Elle est restée un petit bout de temps, elle. Il y a un super documentaire que Lele Wild, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a fait, qui est sur YouTube. Il dure, je crois, 1h15. Ça parle justement de ce centre de réhab et de différents animaux et du fonctionnement de la réhabilitation. Ensuite, on a un programme qui est en Afrique du Sud et qui est extrêmement complet, qui travaille avec les rhinocéros notamment. Donc les rhinocéros, je ne sais pas si vous le savez, c'est un des animaux les plus braconnés en Afrique. Le numéro 1, c'est le pangolin, c'est l'animal le plus braconné. Mais ensuite, on a le rhinocéros. Et donc, évidemment, ils sont tués pour qu'on récupère la corne. Ça a beau être de la kératine, c'est comme de l'ongle. Ça a une grosse valeur sur la médecine traditionnelle chinoise. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse demande et c'est pour ça que ces animaux se font tuer pour leur corne pour partir ensuite sur le marché chinois. Souvent, du coup, le rhino va se faire tuer. Quand c'est une maman, elle laisse le petit derrière. Souvent, ils tuent pas le petit parce que le petit n'a pas de corne. Donc les braconniers vont tuer la maman et le petit reste derrière. Donc on a un orphelinat à rhinocéros. Ces animaux, du coup, qu'on va rapatrier, des fois en hélico, jusqu'au centre à l'orphelinat. Et de là, tous les soins sont donnés. Alors des fois, on a trouvé l'animal un peu tard, il peut être extrêmement déshydraté. Donc il va y avoir toute une partie vétérinaire, les soins intensifs, les premières nuits. Et puis ensuite, une fois que l'animal va mieux, il faut qu'on les nourrisse au biberon, le temps qu'ils grandissent. Ensuite, ils vont commencer à manger du solide. Et petit à petit, une fois qu'ils sont plus grands, on va les relâcher dans les réserves où ils ont été trouvés si les conditions sont bonnes, ou dans d'autres réserves. Donc on va, dans cette mission d'écolontariat, participer à l'aide à l'orphelinat des rhinos. Comme on a beaucoup de rhinocéros et que c'est un des animaux les plus braconnés, on a aussi toute une équipe de rangers. Donc là, on va aider avec l'entraînement des chiens de travail. Ils ont des chiens de travail, des malinois, avec lesquels ils travaillent pour essayer de diminuer le braconnage au maximum. Donc on va aider par exemple dans les entraînements des chiens, on va aller faire les patrouilles, on va aller vérifier s'il n'y a pas des pièges. Donc il y a aussi tout cet aspect anti-braconnage qui est très intéressant. Et puis, comme c'est une réserve classique, on va dire, une réserve privée qui est quand même très très grande, on va avoir tout un suivi d'espèces. Alors les grands carnivores, on va aller essayer de les trouver, pareil avec l'aide de la télémétrie, souvent ils ont des colliers. On va essayer de voir combien ils sont, si dans un groupe de lions, est-ce qu'il y a des nouveau-nés, est-ce qu'ils sont bien le nombre qu'ils sont censés être.
Est-ce qu'il y a des grosses blessures? On va estimer la dernière fois qu'ils ont mangé en fonction de la taille de leur ventre, voir s'ils sont en bon état. Et après, on va aller aussi recenser les proies. Ça peut être les impalas, les zèbres ou autres. C'est important d'essayer de comprendre si, dans un écosystème fermé, puisque là on parle de réserve fermée, les animaux bougent pas de manière libre. Ils sont dans des milliers d'hectares, mais c'est clôturé. Il faut toujours être sûr que le nombre des prédateurs et de proies est adapté, que aussi les écosystèmes sont adaptés. La savane se régénère par le feu, donc régulièrement on peut faire des feux qui sont contrôlés pour que la savane se régénère. Vérifier que les points d'eau sont adaptés. Voilà, ce genre de choses. On a les éléphants qui sont très destructeurs parce que c'est à la base des animaux migrateurs. Et aujourd'hui, ils sont dans des espaces clos, comme je l'expliquais. Donc, ils vont manger beaucoup d'arbres, ils vont faire tomber ces arbres. Ça devient problématique parce qu'ils font tomber tous les arbres. Donc, pour essayer de protéger ces arbres, on va mettre du grillage en se disant peut-être les éléphants ne vont pas y toucher. Ok, mais du coup, le léopard, est-ce que ça a un impact pour lui s'il veut monter à l'arbre? Donc, c'est le genre de problématique qu'on va analyser, regarder et prendre beaucoup de données sur les déplacements des animaux. Et puis après, on a aussi les animaux nocturnes qu'on voit pas forcément. Et donc là, on va mettre des pièges caméras qu'on va les relever et regarder le trafic un petit peu qu'on a. Les critères pour l'écovolontariat, comme je le disais, globalement, c'est d'avoir un minimum l'anglais. Ça, c'est super important. Et le nombre de places dispo varie d'un programme à l'autre. Et aussi saisonnalité, par exemple, souvent juillet-août, on a beaucoup d'étudiants qui vont prendre le temps de venir faire de l'éco-volontariat. Et en décembre, tout le monde veut faire les fêtes en famille, il y a personne. Donc c'est pour ça que c'est bien de prévoir quand même son projet plusieurs mois à l'avance. Mais globalement, on demande juste de la motivation. L'éco-volontariat, c'est quand même beaucoup des jeunes parce qu'ils veulent se rajouter une expérience, faire du terrain, tout ça. Mais c'est pas forcément réservé qu'aux jeunes. Donc on peut avoir des fois des familles qui viennent entièrement. On a des retraités. Il suffit juste d'avoir un intérêt et de la passion. On a ensuite un programme sur les léopards. Donc, il va y avoir une partie générale, comme je viens d'en parler, où on fait du recensement des espèces de la réserve. Et avec le léopard, on va prendre beaucoup de photos et utiliser l'intelligence artificielle pour, pareil, essayer de déterminer les mouvements des léopards et la population des léopards. Donc ça, c'est intéressant puisque on utilise les outils modernes, l'intelligence artificielle pour reconnaître qui est qui, les individus. On utilise d'ailleurs ces mêmes plateformes pour les cétacés. On connaît une baleine grâce à l'arrière de sa queue et un dauphin à sa nageoire dorsale. Donc plus on met des photos sur ces plateformes où on dit exactement où était l'animal, lui ensuite il va trouver et dire ah mais cette baleine qui est là, je crois qu'elle ressemble à celle qui était là il y a 3 ans. Est-ce que tu peux confirmer? Donc là, toi tu as ton œil expert qui regarde et qui dit ah oui c'est bien elle. Donc cette année elle est venue ici et il y a 3 ans elle était là-bas. Et du coup, on a une bonne idée de leur déplacement migratoire et tout ça de manière non intrusive. Encore une fois, on a juste pris des photos, on est resté à distance, on les a pas touchés, on leur a pas pris des bouts de peau ou autre pour analyser de l'ADN. Donc ça, c'est chouette. On a aussi une autre mission qui est au Zimbabwe, dans le parc de Hwange. Et là, pareil, on va faire des patrouilles avec les rangers, mais à cheval. Et on va aussi dans les communautés rurales, pas pour aider les chiens, mais plutôt les ânes. Les ânes qui sont énormément utilisés pour le transport d'humains ou de matériaux, parce qu'il y a très peu de voitures. Et donc, on aide sur le soin et beaucoup d'éducation sur le type de harnais qu'il faut leur mettre, la nourriture, voilà. Donc, on va travailler avec les locaux beaucoup. Après, si vous voulez plus d'infos sur le déroulement de nos éco-volontariats, de chaque mission, n'hésitez pas à aller sur notre site, il y a déjà pas mal d'infos. Et puis après, si ça vous intéresse, on refait un call et on discute de votre projet en particulier par rapport à vos études, à ce que vous cherchez à obtenir, tout ça. De manière générale, moi je vous conseille vraiment d'investir en vous. L'anglais c'est primordial, donc ça n'importe quel métier que vous faites, voilà, faut passer par ça. Faut pas hésiter à investir dans des formations sur vous-même, sur des expériences. C'est ça qui va construire votre CV. Faut savoir que le monde de la conservation, ça reste un petit monde, que le networking est super important, d'aller rencontrer des gens à l'autre bout du monde parce qu'on travaille sur une même mission. Ça peut avoir un impact énorme. Donc faut pas hésiter vraiment à aller se montrer et aller voir les gens et de les rencontrer et de bosser avec et de faire des contacts qui dureront probablement toute une vie. Quoi qu'il arrive,
toujours rester éthique. Ça peut être compliqué justement quand il y a de l'argent, mais il faut rester droit dans vos bottes et surtout respecter les animaux. Dès que vous êtes quelque part et qu'il y a quelque chose où ça vous fait tiquer, vous le sentez pas, surtout le faites pas. Faut vraiment pas hésiter à dire moi je suis pas à l'aise avec ça, on en reparle plus tard, je vous laisse faire votre truc de votre côté, mais voilà, restez quand même le plus éthique possible et droit avec vous-même. Puis trouver un équilibre qui vous rend heureux entre... Je vous dis, moi j'aimerais avoir 100% un job dans la conservation, c'est pas le cas, je travaille encore à côté, ça me ramène de l'argent et j'ai pas à m'en soucier, ça me permet de pas avoir cette pression avec l'assaut de ramener de l'argent ou quoi. Je me dis tout ce que je fais, c'est bénévole, ça part pour les projets, pour les animaux et c'est comme ça que moi j'ai trouvé mon équilibre, chacun trouve le sien comme il veut. Mais c'est important de le trouver quand on travaille dans la conservation parce que c'est vraiment pas un milieu qui est facile tous les jours. Et c'est un milieu de passion, donc faut trouver le bon équilibre. Comment j'ai créé l'asso? Juridiquement, financièrement, la galère. Juridiquement, c'est pas très compliqué. Tout se fait en ligne. Voilà, tu peux aller sur le site du gouvernement, on t'explique comment créer une asso, c'est pas compliqué. Par contre, financièrement, très compliqué. On va pas se mentir. Là, voilà. On en discutait, c'est pas facile. Et la réalité, c'est que les premières années, c'était Alex et moi qui avons confondé l'asso, qui mettions notre argent perso dans l'asso pour financer les premières actions en fait. Donc ça a été beaucoup d'investissement personnel et en temps et en argent. Pour conclure, Be Wild, notre idée, c'était vraiment d'aider des projets locaux et beaucoup via les volontariats, mais aussi on essaye de financer de l'achat de matériel, des opérations vétérinaires. On a pu financer l'opération d'un lion cette année, d'acheter des colliers GPS. On travaille aussi beaucoup avec des structures vétérinaires en France pour aller récolter du matériel expiré dont ils se servent pas, qu'on emmène en Afrique après pour utiliser. Donc voilà, on essaye de faire au mieux. C'est pas tous les jours facile. On a, comme tous les assos, besoin d'aide. Mais en tout cas, on est très content des résultats. Et pour vous donner quand même une petite bonne nouvelle, le projet où on travaille au Mozambique avec les cétacés vient d'être nommé patrimoine de l'UNESCO. Et ça, c'est énorme. Ça va être super pour protéger ces mammifères marins dans cette zone-là. Et c'était pas facile. Ça a pris des années et des années. Et justement, le fait d'avoir beaucoup de recherches et de données sur le trafic maritime, la vie des cétacés, la population des cétacés, de pouvoir présenter ça au gouvernement, ça a aidé à créer des règles pour limiter le trafic maritime dans la zone et puis petit à petit à arriver aussi à proclamer cette zone patrimoine de l'UNESCO pour sa biodiversité marine. Donc voilà, il y a des vrais résultats qui en découlent et ça c'est super important. Si vous avez plein de questions, n'hésitez pas, vous allez sur notre site. Merci à vous tous d'être venus, d'être restés si longtemps. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un avis et à partager autour de toi. Tu peux retrouver tous les liens utiles dans la description. Pour rappel, retrouve comment aider les associations partenaires sur mon site conservationjourney.org ainsi que toutes les ressources pour t'orienter. Il y a autant de manières de s'engager pour la préservation de la biodiversité qu'il n'y a d'humains, alors j'espère que ce podcast et toutes mes ressources vous aideront à trouver la vôtre. À bientôt dans un nouvel épisode.